Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Ce soir, c'est le 13e podcast de la saison 2 de Boisvert Radio. Aujourd'hui, pas de très longue intro, là. On veut maximiser chaque seconde avec notre invité de ce soir. Comme vous voulez voir, James est de retour avec nous cette semaine. James Detourneau, mon collaborateur. Salut James, en forme? Super bien, toi? Yes, parfait. Écoute, aujourd'hui, on s'en va là, dans le domaine de l'humour, mais on reste très relié au sport. En effet, on reçoit David Bocage, humoriste, podcaster, chanteur aussi à ses heures. Il est diplômé de l'École nationale de l'humour en 2013. Il a fait son premier one-man show en 2017 avec le spectacle Échapper le gâteau. Et c'est avec un grand plaisir là, qu'on l'accueille ce soir à Boisvert Radio. David Bocage, bienvenue à Boisvers Radio. Comment vas-tu? Bonsoir, ça va? Oui, super. Écoute, tu m'as craqué avec ton intro comme une petite crinque derrière un jouet. Là. J'ai aimé ça, là. Je sens qu'on est. Oui, tu m'as. Absolument. J'aime vraiment plusieurs fois. Premièrement, 13e épisode. 13, c'est un chiffre chanceux pour moi. Fait que ça chanceux, fait bien. Ouais. Parce que le vendredi passé aussi, c'était un vendredi 13. Fait que là, sachant que c'était le 13e épisode, j'avais peur qu'il arrive quelque chose de malheureux pendant ce podcast-là. J'espère pas. Écoute, j'ai laissé traîner des couteaux un peu partout. Là, fait que on se croise les doigts, mais si on est chanceux, là, il y a quelqu'un qui va mourir avant la fin du podcast. Tu dis que c'est un chiffre chanceux, fait que je suis moyen inquiet. Ouais, non, c'est ça. Bref. Mais non, merci de me recevoir, les gars. Très content de passer à votre podcast. Ouais, t'es sous-écoute avec Mike Ward, Jay discute, Boisvert Radio, t'es cheminement logique, en pleine ascension. Ouais, exact. Moi, j'essaye d'être le plus niché possible. C'est un peu le mainstream, c'est surestimé, les gars. Oubliez jamais ça. Good. Bon, on va commencer par parler un peu de tes débuts dans le métier. Ouais. Quel a été là, ton parcours là, dans ta jeunesse, tes études qui t'ont mené vers ton métier d'aujourd'hui d'humoriste? Moi, je suis né, j'avais 37 ans. Non, c'est pas vrai. J'avais des lunettes de lecture et j'étais très, très, très amer. C'est comme ça que je suis né. Non, je suis né à Montréal, 89, Rosemont, Petite-Patrie. Okay. Et non, c'est ça. Tu m'as demandé surtout, je pense, les débuts en humour. Là, jeunesse, études. Ouais, c'est ça. Dans le fond, quand tu étais genre au primaire, au secondaire, là, pourquoi tu allais devenir humoriste? Ouais, c'est drôle, ça, c'est le genre d'affaires auquel je pensais, mais je pensais pas. J'en parlais récemment plus avec un ami, comme quoi quand tu es jeune, des fois, tu as comme un rêve de « Ah, je veux faire ça » ou il y a quelque chose qui t'attire. Ouais. Puis pour je ne sais pas quelle raison, des fois, ton cerveau va le mettre sur le back burner, comme on dit en anglais, c'est-à-dire il va le mettre sur le rond d'en arrière, puis c'est comme puis comme t'oublies, tu sais, je parlais de ça avec Pierre-Yves Roy Desmarais, justement, qu'on était comme « Ah ouais puis que la vie, le courant de la vie fait que tu suis le flow des choses, puis tu vas au cégep, tu vas à l'université. Ouais. Là, tu te rappelles, attends, c'est ça que je voulais faire. Ouais. Mais des fois, tu l'oublies parce que tu es emporté par le courant de, comme, ben là, prochaine étape scolaire, blablabla. Mais blablabla, qui est une expression que j'utilise jamais, je ne sais pas pourquoi je viens de dire ça. Et c'était ça. Puis donc, moi, quand j'étais jeune, je regardais beaucoup ça. J'étais quand même assez attiré par ça, mais c'est tellement un métier unorthodoxe ou quelque chose. Moi, je viens d'une famille très scolarisée. Mes frères et sœurs ont tous des maîtrises ou mon père un doctorat d'une université réputée. C'est comme tout le temps des affaires. C'est très. Il n'y a pas de diplôme. Oui, tu peux aller à l'école de l'humour, mais je veux dire, c'est pas de même, ça marche. Mm-hmm. Fait que c'était quelque chose qu'on dirait que j'étais comme Ah, ouais. Puis plus je vieillissais, plus un moment donné, ça fait son chemin. Fait que, puis à un moment, je fais non, c'est vrai, c'est ça que je voulais faire. Fait que quand j'étais à l'université, j'ai fait l'audition comme je voulais le faire pour l'école, puis c'est là que j'ai été accepté. Mais sinon, par rapport à secondaire, tout ça, je pense que mon premier numéro, moi, que j'avais fait, c'était une chanson. Je savais même pas que c'était un numéro, mais c'était une chanson pour un directeur là, qui prenait sa retraite. Puis j'avais juste pris ma guitare dans un party, puis je m'étais mis à chanter ça en niaisant à mes amis. Tu sais, il s'appelait Denis, puis je disais « Sweet Dennis ». Il s'appelait Sweet Dennis, puis mes amis, ils faisaient « C'est sûr, il faut que tu fasses ça là, en show. » Mais tu sais, j'ai jamais fait de show de ma vie. Encore moins d'humour. On a fait quelques shows de musique, mais puis j'ai comme fini. J'ai fait Ah ouais, j'avais comme pas pensé. J'ai fini d'écrire la chanson au complet. Puis on l'avait montée avec un band, puis on l'avait chanté. Puis là, aujourd'hui, je pensais pas à ça à l'époque, mais aujourd'hui, je réalise que c'était peut-être mon premier numéro d'humour, sans le savoir. C'était des gags là, qu'il y avait dans la chanson. Quand même assez
baveux en plus. Mais dirigé vers un directeur, je trouve ça. Ouais. Puis le directeur, il était comme Yeah! Comme je pense qu'il était comme semi-conscient de tout ça. Le show avait eu des pertes financières, puis il était tellement heureux qu'il avait comme. Ça, c'est drôle. C'est un show bénéfice qui a perdu de l'argent. C'est un show bénéfice qui non seulement n'a pas rempli sa mission, mais est devenu exactement déficitaire. Ouais, exactement ce qu'il voulait aider. Bref. Fait que finalement, il était tellement content, ce directeur-là, qui avait ramassé le chèque. Il a fait combien qu'il manque? OK, je vais le signer parce qu'il était comme sur un high de cette automne-là. Fait que là, c'est ça que j'ai fait. Ça, c'est peut-être ma première expérience de scène comique, malgré elle, si on veut. Puis après ça, je fais un peu d'impro au cégep, mais encore une fois, j'étais super néophyte. J'avais jamais fait d'impro. J'avais pas vraiment, tu sais, je suis pas quelqu'un qui arrivait du secondaire et qui avait les codes ou qui avait, tu sais, Arnaud Soli, il arrivait au cégep, je pense qu'il avait 17 ans, mais ça faisait 26 qu'il faisait de l'impro, là, tu sais, c'était genre, tu sais, fait que moi, zéro, là, tu sais, j'étais vraiment très nouveau à ça. Puis après ça, j'étais un petit peu à l'université dans les années, si j'avais une musicographie, on appellerait les années perdues, mais les années que j'étais à l'université. Puis là, je fais des jokes, mais pour vrai, je suis content d'être à l'université puis d'avoir vieilli un peu avant d'aller à l'école de l'humour. Ouais. Puis à partir de ce moment-là, j'avais eu la chance de revoir, à la dernière minute, j'avais revu Simon Gouache, qui est un... OK. Ouais, un autre humoriste. Qui est un humoriste, mais qui était, en fait, pour moi, à la base, l'ami de ma sœur. En fait, il était dans la classe à ma sœur, Simon, au primaire. Puis nos mères étaient dans l'association de parents, puis ils étaient très amis. Puis Simon, il venait à notre chalet, puis de la famille, tout ça. Nice. Puis c'était comme mon seul contact avec le monde de l'humour, c'était Simon Gouache. Tu sais, aujourd'hui, Simon Gouache, c'est un nom qui sonne des cloches, puis les gens le connaissent, puis il a un super beau succès. À l'époque, c'était juste un gars qui sortait de l'école de l'humour, finalement. Puis moi, j'avais écrit, je pense, sur Facebook, j'étais comme « Hey, tu fais-tu des shows bientôt, tout ça? » Puis c'était à l'époque du Saint-Cyboire, qui était un bar de rodage, peut-être un des premiers bars de rodage à Montréal avant qu'il passe au feu. Et j'avais fait hey, « Je vais aller te voir. » tu sais, Puis là, j'étais allé le voir, puis ça avait comme ravivé la flamme. J'avais fait « Ah oui, c'est vrai, tu sais, c'est vraiment cool. » Puis là, un peu à la dernière minute, j'ai décidé de refaire l'audition. Puis c'est là que j'ai été accepté 2011. Et ainsi que débuta le reste de ma vie. Ouais. Parfait, ça. Puis c'est là que j'ai rencontré tous mes meilleurs amis avec qui non seulement avec qui je suis ami, mais avec qui je travaille, que ce soit Jay, Distam, Kat Levac, Sam Breton, j'avais Jess Shea, Sam, Jay, Kat, c'est vraiment ceux avec qui je suis le plus proche, mais dans notre cohorte, il y avait aussi Jess Shea, Mehdi Boussaïdan, j'en oublie, là, François Fousillan. Ouais. Je vais te laisser poser d'autres questions, parce que sinon, moi, je vais partir. Ouais, c'est ça. Vas-y, James. Good. Quand tu étais jeune, en fait, tu as joué au hockey mineur. Raconte-moi un peu ton expérience comme joueur de hockey. Ah, le bon temps, James, le bon temps. Écoute, j'ai été chanceux. Je parlais de ça avec un ami récemment aussi. Une chance qu'on a eu des parents qui nous ont laissé jouer puis qui nous ont permis de vivre notre passion. Des fois, tu rencontres des gens qui trippent sur quelque chose puis ils n'ont pas eu la chance de jouer. Je parlais avec Brian Piton qui a découvert le hockey il y a 2 ans. Je ne sais pas où il habitait où avant. Puis il a commencé à jouer puis il est comme « Ah, j'aurais aimé ça jouer quand j'étais jeune. » Puis j'étais comme « Ah, une chance que mes parents m'ont laissé jouer quand j'étais jeune. » En fait, moi, on était 4 enfants chez nous. Fait que c'était quand même rock'n'roll, 4 enfants côté logistique. Surtout que mon père travaillait souvent à l'étranger. Fait que ma mère, je pense que j'avais 5-6 ans. Puis je me disais, j'aimerais ça jouer au hockey. Puis j'avais la chance d'avoir un ami qui s'appelle Julien Neveu-Goulet, qui habite maintenant à Québec d'ailleurs, dont son père, Richard, quel bon nom de père d'une équipe de hockey. Richard! Il y en avait un, je pense, dans chaque équipe. Toujours un coach en ligue qui s'appelle Richard. Ah ouais. Des fois, il est agressif et violent, puis un peu alcoolique, mais c'était pas le cas de ce Richard-là qui était très mellow. Il parlait tout le temps un peu comme ça, Richard. Puis Richard sentait tout le temps la gomme Excel. Il y a tout le temps des tracksuits. Bon, peu importe, je m'éloigne, mais Richard, il avait dit à ma mère Hey, les gars, on pourrait s'inscrire. Ma mère a dit là, je pourrais pas là, courir les arénas. J'ai l'autre qui fait du patin, j'ai l'autre qui est à tu sais, 4 enfants, là, c'est les repas, c'est impossible, tu sais. Et puis, il avait dit, c'est beau, je vais m'en occuper. Tu sais. Puis ma mère dit, moi, je ne pourrais pas te rendre l'appareil, je me sens comme mal. Puis il avait dit, non, c'est correct, je m'en occupe. Puis c'est Richard Goulet, de son nom, qui m'a trouvé mon premier stock de hockey dans des ventes de garage, tu sais, des petits gants en cuir. Mes gants, aujourd'hui, je vois ça, je fais, mon Dieu, je ne sais même pas quand j'étais capable de faire mes mains, des gants en cuir séchés, ça. Pas grave, ça, c'est pas grave. Des patins, des petites pads en laine. Tu sais, la petite laine avant, il y avait ça, c'est l'affaire de l'ancien temps. Des petits bas, des petites culottes de hockey, des petites épaulettes.
que après ça, j'ai fait signer par Henri Richard. Puis en tout cas, tous des petits, puis un petit casque Cooper, tout ça. Puis lui, il avait tout ramassé des pièces d'équipement à droite à gauche. Puis il avait fait un stock avec ça. Puis il avait dit c'est beau, je vais m'occuper des gars. Puis il venait nous chercher. Il nous amenait à l'aréna. Il venait à la glace, je pense, avec nous aussi. Il y avait le vieux casque Jofa à Wayne Gretzky là, qui est comme un casque de rafting finalement. Puis fait que là, c'est comme ça a commencé. Puis après ça, moi, c'était. Écoute, mais le hockey, ça a été ma première passion. Là, ça l'est encore, j'en ai fait un podcast. En tout cas, j'ai Mais oui. dans On cette y reviendra essence-là. plus tard sur ton podcast. Là. Très Mais tout ça pour dire, intéressant. j'ai joué mon hockey mineur. Écoute, comité des jeunes de Rosemont, c'est des JR. Après ça, Ok. j'ai joué un petit peu de deux lettres à Félix 76, mais j'étais excessivement petit pour mon âge. Moi, j'ai grandi, je pense, au cégep. Là. J'avais 19 ans, je pense, quand j'ai grandi. Puis, fait que j'ai joué un petit peu ça, puis oui, 2C. Oh. Puis après ça, quand je suis arrivé au secondaire, j'avais une école privée, c'était quand même assez exigeant côté académique. Puis il y avait du hockey. Puis la semaine avant, j'ai joué les deux, mais à un moment donné, c'était quand même intense, courir les arénas, tout ça. Ouais. Des fois, 2 par soir, puis tu as du latin. En tout cas, à 13 ans, c'était une drôle de combinaison. Fait que, puis j'avais des super bons joueurs au secondaire. Il y a plein de gars là-dedans qui ont joué college aux États-Unis, NCAA. Encore une fois, juste dans le timing où moi j'étais là, peut-être les meilleurs joueurs de l'histoire du collège étaient là. Des gars qui s'appelaient Philippe Ringuette, Éric Filiou, qui avait été la recrue de l'année dans la BCHL, qui avait joué à UMass, François Brisebois, qui a joué à Colgate. Tous des gars qui ont joué NCAA, des super bons joueurs. Fait que moi, j'ai lâché ça. Puis là, je pouvais jouer au secondaire. Fait que l'horaire fonctionnait avec l'école. Plus on avait des bons joueurs qui, eux, sont tous partis les années après pour aller pour poursuivre leur carrière. Yo. Puis après ça, à l'adolescence, sur leur 4-5, j'ai arrêté de jouer au hockey, je pense, en secondaire 4. Je jouais de la musique, puis les arts, tout ça, c'était des intérêts qui étaient nouveaux. Après ça, j'ai recommencé à jouer, puis j'ai même joué à la ville pour Saint-Michel une année, en donnant l'adresse de ma grand-mère, parce que je n'habitais pas vraiment dans Saint-Michel. Ah, le truc de tous les joueurs juniors au Québec. Exact. Puis après ça, j'ai joué à NDG quand je suis déménagé dans le Côte-des-Neiges. Mes 2 dernières années junior A. J'aurais aimé ça jouer junior A. Je pense humblement que j'aurais pu. J'avais pas d'auto. Puis c'était juste logistiquement, c'était impossible. Donc, j'ai joué avec mon ami Julien à NDG. D'ailleurs, dans mon équipe, il y avait Clément, qui est le guitariste de Clay and Friends. Oh, wow. Drôle d'adon. Puis les deux, on gagnait pas encore notre vie avec notre art, mais je trouve ça cool. Je trouve ça cool qu'est-ce qu'ils font en ce moment et que ça fonctionne. Fait que c'est ça. Fait que j'ai joué, dans le fond, mon espèce de hockey mineur classique jusqu'à l'âge où tu peux jouer. Puis voilà, dans le fond, c'est ça. J'ai pas fait avec nationale. Spoiler alert, j'ai pas fait avec NHL. Dommage. Rapidement, tu as fait ton premier spectacle solo. Ça a dû amener là, tout un travail, là, entre autres pour écrire les gags, pour décider, par exemple, la manière de compter les gags aussi. Comment on fait pour bâtir un show d'humour de A à Z? C'est une très bonne question. La vérité, c'est qu'il y a autant de réponses qu'il y a d'humoristes. C'est vrai. Je peux te donner la mienne. C'est ça, là, tu parles j'imagine que tu fais référence à Échapper le gâteau. Oui. Qui était de 2017. Exact. Ça, c'était ma première heure. Fait que là, souvent, pour ta première heure, encore une fois, je peux juste parler pour moi, mais règle générale, ce qui arrive, c'est que quand tu commences à en faire l'humour, tu écris des numéros. Fait que tu écris des numéros à l'école de l'humour. Il y a beaucoup de mauvais, quelques petites affaires de bonnes, puis tu travailles, puis tu construis sur ce qui est bon. Puis en sortant de l'école de l'humour, tu commences à faire des soirées de rodage, puis tu écris à coup de 5, 10 minutes, 15 minutes. Puis au final, souvent, ton premier show, c'est quand même assez un collage de... tout ensemble. Ouais, parce que pendant des années, tu as comme travaillé ton matériel, tout ça, puis au fur et à mesure, tu as développé du temps, 5, 10, 15, 20. Tu sais, quand tu sors de l'école de l'humour, là, faire un 10, là, c'est comme shit, je vais faire beaucoup, un 10. Tu sais, comme je vais faire, tu sais, imagine, tu dis, je vais faire un nouveau 10. Ah, je suis fou dans, tu sais, un 10 minutes, ça se peut pas, là, tu sais, 10 minutes, il faut que ça arrive. Aujourd'hui, c'est la seule raison pour laquelle je sors de chez nous, c'est essayer des 5, 10, 15, parce que sinon, tu sais, je trouve que ça vaut au moins la peine. Fait que, mais quand tu sors de l'école de l'humour, c'est long, puis tu n'as pas ce matériel-là. Fait que, tu construis tranquillement. Fait que souvent, ton premier show, c'est un collage. Fait que là, tu vois, ça, c'est ça qui est arrivé dans le fond avec Échapper le gâteau. Dans le fond, c'est du matériel que entre 2013, où je suis sorti de l'école, puis 2017, ces 3-4 ans-là où j'ai écrit beaucoup, jeté beaucoup de stock, écrit des chansons, jeté d'autres chansons. Bien, au fur et à mesure, un peu tous mes segments, que ce soit des idées,
J'avais essayé aussi quelques petites affaires de mise en scène, mais au ZooFest, les ressources techniques sont plus limitées. Tu peux pas avec une mise en scène, puis tu peux pas la roder. Fait que ça, c'était pour ma première heure. Tu vois, ça, c'était la manière que j'ai procédé pour ça. Astérix, tu vois, en ce moment, je suis en train d'écrire ma nouvelle heure, tu sais, de nouveaux stocks. Puis, tu vois, je procède de manière complètement différente. En ce moment, j'ai un tableau de numéros, mais c'est beaucoup plus des segments, des trucs que je veux faire. Donc, c'est pas nécessairement des trucs que j'ai rodés. Tu sais, il y a une chanson en ce moment il y a plusieurs chansons en ce moment que j'écris, que je développe, mais je les rode pas, là. Oui, c'est la pandémie, fait que c'est impossible, mais il y a aussi ce côté-là de je pourrais pas la roder dans un bar. Il y a trop. Il y a techniquement, mise en scène-wise, c'est pas quelque chose que je peux roder en 5 minutes. Il faut que ça soit dans mon show pour que ça fonctionne, parce que sinon, ça va être. C'est trop. Pas trash, là, mais ça ne fit pas en 5 minutes. Hey, bonsoir. Il faut que ça soit dans le cadre de mon show. Il y a une anecdote, mettons, que j'ai qui est très, très longue. Je peux pas la roder en 10 minutes. Elle est trop longue. Puis, elle n'est pas rodée. Genre, fait que ça va être. Fait que tous ces segments-là, pour mon deuxième spectacle, je procède vraiment différemment. J'ai beaucoup plus une pensée d'ensemble. Puis, je le vois vraiment comme un gros puzzle avec des grosses pièces que je déplace. Puis, je sais beaucoup plus qu'est-ce que je veux. Puis, ce à quoi je veux que mon deuxième spectacle, qui va devenir, je pense, éventuellement un peu l'embryon de mon premier one-man show éventuel, j'ai beaucoup plus conscience dans le fond puis dans la forme de ce que je veux que ça soit. Puis, j'ai pas besoin d'aller roder à coup de 5 minutes. En fait, bien au contraire, j'ai comme une vision un petit peu plus conceptuelle de mon deuxième. Fait que, tu vois, là, c'est complètement différent de mon premier. Même si, dans mon deuxième, oui, il y a des bouts que j'ai été testé, des bouts de stand-up ou des trucs comme ça. Je le pense vraiment différemment. Good. Parlons de hockey. T'es un tripeux de hockey, t'as le podcast Dread sur le tape. Quels sont... je t'écoutais avec Jay Distant, tu disais que Jay disait que tu étais une boîte à fax, à fun fax. Dans le fond, quel petit truc que tu fais qui font que tu es un vrai tripeux de hockey? Est-ce que voler les sous-vêtements dans les vidanges des gars de la NHL fait de moins tripeux de hockey ou un déviant? Oui. Non, c'est pas vrai. Non, écoute, honnêtement, je pense que c'est juste que depuis que je suis tellement petit, j'absorbe malgré moi tellement d'informations de hockey, puis j'en consomme tellement que ça s'accumule, mais c'est même pas un effort. Tu sais. Comme par exemple, tu vois, si tu me nommes un joueur, je sais, sans l'avoir étudié, mais je sais s'il est droitier ou gaucher. James Shepard. Gaucher. Flop, mais gaucher. James Shepard, qui est un running gag spécial repêchage pour les gens qui se demandent quel est ce nom. Mais James Shepard, je pense qu'il a même le numéro. Puis souvent, parce que James Shepard, c'est peut-être un exemple assez farfetch, mais souvent aussi le numéro est gaucher-droitier. Fait que je ne sais pas si c'était le numéro 15, James Shepard, je ne me souviens plus, mais souvent, c'est ça, droitier-gaucher. Je sais, genre mon cerveau, il enregistre ça. C'est le genre de... Exact. Puis tout ce qui est des fun facts, Jay et Guillaume, ils m'appellent Captain Fun Fact, mais des joueurs, des trucs. Oui, en fait, le 3 novembre 1903, il avait mangé un grilled cheese. Je ne sais pas pourquoi je sais ça, mais mon cerveau a comme un don pour absorber ces trucs-là. J'ai un petit côté Jerry Rochon qui est inexplicable. Mais êtes-vous des fans, vous, les gars? C'est pour ça aussi? Ou... Ben oui. Ben oui. Donc, on fait des tripeux de hockey depuis la première heure, nous deux. Là. Fait que, on pourrait jaser longtemps de ça. Good. Fait que, je me souviens plus c'est quoi ta question, mais oui, les trucs que je fais, mais c'est ça. Je suis toujours des affaires de savoir droitier-gaucher. C'est une excellente réponse. Je suis toujours en train de lire aussi des livres, peu importe, ou de revisionner. Je pense que j'ai tout vu sur YouTube ce qu'il y avait là. Je suis en train de regarder des games de la World Cup 96. Où est-ce que tu veux que ça mène ça autre que dans la déchéance la plus complète? Fait que bref. Good, James, pour ça. Yes, on en a glissé un mot direct sur le tape, ton podcast. Ouais. Si tu veux expliquer le concept rapidement. C'est 2 enfants qui se battent dans de l'huile. Non. Non, Dread sur le tape, c'est... Dread sur le tape, c'est... 2 Roumains. Non. C'est un podcast que j'ai parti il y a 4 ans. Déjà, je suis en train d'enregistrer la 5e saison. D'ailleurs, scoop pour vous les boys, tantôt j'ai enregistré un épisode et j'ai eu la chance de rencontrer Martin Biron. Donc, qui sera le gardien qui a porté le numéro 0. Non seulement le numéro 0, le numéro 0.
Le Ouais, en double effet. 0. Ouais. Et qu'ils ont même fait une règle que les gens appellent la Martin Biron Rule, que tu n'as Ouais. plus le droit de porter le double 0 et que tu dois avoir un numéro Ouais. entre 1 et 98. Je vous laisse deviner pourquoi le 99 n'a plus le droit Ah. d'être porté. En effet. À cause de Mario Lemieux. Non, c'est pas vrai. Juste semer le plus de zizanie possible. Donc, j'ai parti un podcast il y a 4 ans qui s'appelle Direct C'était parce que, comme vous le voyez, ma déviance pour le hockey n'a aucune limite. Et je trouvais ça, comme fan de hockey, j'avais comme un besoin qui n'était pas comblé on dirait de contenu. Puis c'est comme Direct Tape, j'ai comme répondu en tant que humoriste / tripeux de hockey / gars qui avait envie de faire ça aux besoins que moi, comme fan, j'avais de consommer, d'aborder le hockey sous un angle différent, avec des gens qui sont du hockey, mais qui ont rarement la chance de s'exprimer sur un peu leur parcours. Puis le hockey, oui, j'aime le hockey, j'aime le jeu, mais j'aime, comme dans la vie en général, j'aime les personnages, j'aime les parcours, j'aime les histoires. Puis Dread sur le tape, c'est ça. Je m'intéresse aux histoires des gens, que ce soit des gars, des filles, des jeunes, des vieux, des Olympiens, des athlètes paralympiques, des arbitres, que ce soit des personnes qui ont, tu sais, par exemple, le premier arbitre qui était la première personne ouvertement gay dans le hockey professionnel, que ce soit des acteurs qui ont joué dans des films, que ce soit des chants du Temple de la Renommée, Yvan Ponton, Marc-André Grondin est venu. Peu importe. Le hockey, c'est un prétexte pour que je rencontre des gens vraiment cool qui ont des parcours intéressants. On jase jamais de. C'est pas des affaires de jaser de statistiques de la game de la veille. Ouais. Du Canadien, c'est pas ça du tout. C'est vraiment s'intéresser à leur parcours. Puis c'est ça qui est intéressant. Puis c'est pour ça que j'ai parti de Red Set Tape. Puis là, présentement, je suis en train d'enregistrer la saison 5 qui, dans les prochaines semaines, va être disponible. Donc, voilà. Good. Le principal fait saillant de Dread sur le tape, c'est bien entendu ton escapade en Suède, où tu as interviewé, là, entre autres, Peter Forsberg et Marcus Naslund. Comment tu as fait pour être en contact avec eux autres? Écoute, c'est illégal. La réponse est illégale. Non, c'est pas vrai. Non, pour vrai, ça a été beaucoup de travail. C'est ça la vérité. Oui, ça. On a fait la campagne, on était en octobre, puis on les a rencontrés en avril. Puis entre les deux dates, ça a été du gros hustle, beaucoup de travail, beaucoup de perches tendues à l'eau, on a cogné à beaucoup de portes qui se sont pas ouvertes. Donc, on s'est cogné le nez plusieurs fois, mais à force de bûcher, on a fini par trouver une faille, pas une faille là, parce que ça sonne négatif, mais on a trouvé une ouverture dans laquelle on a pu rentrer qui était quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Puis notre vidéo, en fait, notre promo, qui est encore sur YouTube, là, si des gens tapent Mission Forsberg, on l'avait sous-titré aussi en anglais pour qu'elle puisse s'exporter. Puis ça nous a beaucoup aidé, ça, parce qu'il y a des gens qui ont vu ça, qui ont trouvé ça drôle, puis je pense qu'ils ont vu le sérieux, malgré que nous, on ne se prenait pas au sérieux, que l'affaire, hein, la quête était sérieuse, puis qu'on était sérieux dans ça, que c'était pas une joke, puis qu'on était préparé, puis qu'on était prêt à faire ce qu'il faut. Fait que ça nous a aidé. Puis il y a un gars vraiment gentil qui s'appelle Goran Anderson, qui est un monsieur de la ville natale de Peter, qui m'a dit moi, je veux qu'il le fasse. Qui était un monsieur qui était comme les Suédois et les Canadiens, on est vraiment similaires. Puis je trouve ça cool que vous fassiez ça. Puis moi, il en a comme un peu fait sa mission personnelle de moi, je veux vous aider à rencontrer Peter. Je veux. Puis là, il a été comme assez gentil de comme convaincre Peter. Puis il a envoyé la vidéo à plein de gens. Puis là, les gens, ils réécrivaient à Peter. Hey, t'as-tu vu la vidéo? Tu devrais le faire. Il y a deux Canadiens français qui veulent faire ça. Fait que c'était surréel, mais à force de travailler, on a réussi. Okay. Comment s'est passé justement ton interview avec Forsberg? Est-ce que tu étais impressionné? Comment tu te sentais pendant ce temps-là? Écoute, c'est une excitation borderline sexuelle. Non, mais pour vrai, on a fait des blagues, mais c'était surréel. Écoute, en plus, on était vraiment sur l'adrénaline. On avait. Tu veux vraiment pas perdre une seconde, hein? Tu veux vraiment que chaque seconde compte. Fait que nous, on rentre dans une salle de. Il avait été super accommodant. Son assistante, on avait dit, pas pour être difficile, mais on avait dit, nous, en fond, tout ce qu'on a besoin, c'est une salle silencieuse. Puis il avait dit, parfait, on a une salle de réunion. Puis on a fait parfait. Parce que si le son n'est pas utilisable, tout ça ne sert à rien, tu comprends? T'sais? Fait que là, il avait dit, parfait, on a une salle de réunion qui va vous être réservée. On a fait, hey, merci vraiment.
Puis, d'ailleurs, les gens qui ont vu les photos me demandaient pourquoi derrière nous, il y avait des souliers. Dans cette salle de réunion, il y avait des souliers partout parce qu'une des compagnies à Peter Forsberg, c'est qu'ils distribuent des souliers Steve Madden en Suède. Fait des souliers Steve Madden, en tout cas, incroyable. Fait que finalement, nous, on arrive là, puis on rentre dans la pièce, puis on se met à tout installer. Fait que moi, j'installe les micros, les recorders, le backup, toutes les gears qu'on le faisait signer, nos chandails, les posters, blablabla. On mettait tout ça en évidence pour vraiment que lui arrive et à signer ça. Fait que c'était vraiment comme go, 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 go. Puis là, à un moment donné, il rentre par une autre porte que celle par laquelle on est rentré. Puis lui, il rentre là, comme la petite chemise blanche détachée. Hey, comment ça va les boys? Puis je suis comme. J'étais comme pas vraiment prêt mentalement parce qu'il il est comme rentré sans avertissement. Fait que là, j'ai commencé à y défaire ses pantalons. Mon ami, il fait qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? L'arrête! Fait que non, je niaise, mais il était super sympathique. Voulez-vous un café? En plus, moi, je bois pas de café dans la vie. Les Suédois, leur café, c'est comme une affaire avec laquelle ils niaisent pas. Fait que je pense que dès là, il a fait OK, toi, t'es fucked up. Là, fait que j'ai failli dire oui juste pour pas avoir l'air weird. En même temps, je me dis mon estomac va commencer à comme flipper en plein milieu de l'entrevue, ce qui est vraiment pas ce que j'ai besoin. Fait que c'est ça, je l'ai rencontré, puis il a été hyper généreux. On a fait 1 heure de podcast, donc juste 1 heure, juste la discussion. On a parlé de Patrick Roy de 1000 affaires. Il a tout signé nos trucs, il nous a jasé, on a pris une photo avec lui. Il a même fait une mini pub où mon ami il dit hey, peux-tu dire aux gens, puis hey, tout le monde écouter ça avec David, espèce de weirdo avec les cheveux longs. On vous renvoie ça au Canada, il est mongol, ce gars-là. Il était super généreux de A à Z. On lui a donné un hoodie de Wrestle Tape. On a comme pris une photo comme si on le repêchait. Puis, ça a été incroyable. Puis, mis à part les entrevues là, en Suède, est-ce que tu veux nous parler de ton expérience que tu as vécue là-bas? Oui, écoute, honnêtement, ça a été extrêmement dense et intense comme parcours. Les gens doivent se dire vous en avez profité pour aller faire du bateau. Là. Non, mon gars, notre horaire était à côté. Donc, on était atterri. Écoute, on était là 10 jours, puis on avait 8 podcasts, puis on parcourait. C'est comme si tu arrives, mettons, de Suède à Montréal, puis que tu pars pour Bécomo le lendemain. C'était ça, là. C'était ça la patente, parce qu'on est atterri à Stockholm. En débarquant de l'avion, là, tout croche, tu n'as pas dormi, on a racé jusqu'à l'hôtel pour 10 minutes qu'ils disent avant. Oui, il reste 10 minutes, on en 10 minutes, on a racé jusqu'à l'hôtel. Notre invité s'en venait, notre premier, on en a fait un là. Le lendemain, on partait pour l'équivalent de Bécomo, la ville de Forsberg, Örnsköldsvik, qui est dans le nord, qui avait le natal aussi de Naslund. Fait qu'on a fait des podcasts là. Là, on est allé plus haut, finalement, un autre couple d'heures plus haut parce qu'il y avait Elias Pettersson qui faisait la game finale là. Fait que finalement, c'était super intense. Puis là, on a fait une couple de podcasts là dans le nord. Après ça, vite, on revient à Stockholm un autre, je ne sais pas, 8-9 heures. Puis là, on avait d'autres podcasts. Fait que je pense que le seul temps libre que j'ai eu, on avait 1 heure, on a regardé le musée. On était à côté du musée du groupe ABBA, qui est un groupe suédois. Ouais. Fait qu'on a été là comme on avait une petite heure, mais sinon, c'était hyper dense. Notre base aussi est en dehors de Stockholm. On essayait de prendre des endroits où on pouvait dormir pour le moins cher possible, des gens de bunker. Fait que tout ça pour dire, c'était comme préparation pour le prochain. Tu sais, la journée qu'on a fait Forsberg, j'en avais un autre l'après-midi. C'est comme vite, retourne à la base. Ah ouais. Fait honnêtement, j'ai été en Suède, puis j'ai vu quelques affaires, mais puis je l'ai fait beaucoup en. Le fait d'avoir fait de la voiture, c'était cool, mais si je veux vraiment profiter des vrais attraits, il faut que j'y retourne, parce que là, c'était vraiment le podcast. Mais ça a donné 8 épisodes en 10 jours, puis c'était magique. Parfait. James, tu verras que j'ai coupé quelques questions. Là. On va essayer de... Ouais, pas de problème. Par la musique, tu as sorti un mini-album, là, Une émotion dans la nuit. Ça contient des chansons plus humoristiques, là, si on veut. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet-là? Là? C'est drôle parce que tu l'as dit, ça sonne full sérieux, Une émotion dans la nuit, l'album le moins sérieux au monde. Ouais, ben écoute, je vais essayer d'être plus bref, là, vu qu'il reste pas de temps, mais ça faisait des années que j'écrivais des chansons que je faisais en spectacle. Et puis, je me suis dit, OK, c'est le temps de les réunir. Fait que je les ai enregistrés, je les ai mis sur un album. Mais la musique, c'est vraiment une partie de mon stand-up, de mon humour sur scène. Justement, là, mon prochain show, j'ai plein de nouvelles chansons. Fait que ce côté-là, j'ai toujours vraiment aimé ça. J'ai grandi avec les Lonely Island, les Chicken Swell, les Denis de relais. Fait que
Non, c'est ça. Il est disponible sur Spotify, iTunes. Si vous voulez aller écouter ça, j'ai même des vidéoclips que j'ai fait sur YouTube. Un bon coke avec la glace, puis le gars weird. Fait que allez checker ça si ça vous tente. Parfait. T'en as glissé un mot là, tantôt, deux de tes bons amis, Jay du Temple avec Occupation Double et Catherine Levac avec L'amour est dans le pré, sont des humoristes à la base qui sont encore humoristes, mais qui animent des émissions de télé. Toi, dans le futur, est-ce que tu serais intéressé à animer une émission à la télé un de ces jours? Juste c'est à ma TV. Non, c'est pas vrai. Je vous l'ai dit, les gars, on reste dans la niche. Non. Écoute, oui, évidemment. Je pense que pourquoi ça fonctionne pour eux, c'est qu'ils n'ont pas à se dénaturer. C'est pour ça que je pense que c'est un bon fit. Jay, il a vraiment mis au dé à sa sauce. Oui. Il le fait vraiment à sa manière, puis il le fait, je pense, merveilleusement bien. Ouais. De ce que j'entends, parce que comme il le sait très bien, je ne le regarde pas, ou comme il le dit, c'est pour ça qu'on est amis. Et donc, Catherine, même chose. Catherine était une grosse fan de L'amour est dans le pré. Donc, c'est une fille qui vient d'une ferme. Donc, c'était tout naturel. Fait que ça va me faire plaisir, moi, d'animer. Tu sais, j'en développe des shows, puis on a la pitch, puis on ne sait jamais ce qui arrive. Mais ouais, d'animer un show qui me ressemble, puis dans lequel je peux apporter de quoi, ça serait malade. Après la pandémie, à quoi qu'on peut s'attendre de David Bocage? Déjà un spectacle à ton actif. Est-ce qu'il va en avoir d'autres, des projets? Je ne sais pas. Aïe! Oh! Oui, absolument. Absolument, mon cher James. Oui. Mon neveu s'appelle James. Dérange pas que je t'appelle Jimmy. Ben non. Écoute, Jimmy, après la pandémie, pour vrai, je suis content que tu demandes ce qui m'excite le plus ces temps-ci, à part des bâtons Sherwood qui n'ont pas de curve, c'est mon prochain spectacle sur lequel je travaille pas mal chaque jour, dans le fond, puis que je développe au fur et à mesure. C'est-à-dire que je développe autrement avec la pandémie, mais bref, c'était vraiment ça le focus avant la pandémie. J'avais même loué le Terminal Comedy Club à Montréal. D'ailleurs, s'il y a des gens qui écoutent, qui ont acheté leur billet, gardez-le. Je sais que c'était il y a 1 an, mais il va se faire ce show-là un moment donné. Fait que ça va être de commencer le rodage, de le faire éventuellement, je pense, au ZooFest. Puis dans le fond, de le roder tranquillement dans les salles, en dehors aussi de Montréal, puis de travailler vers le one-man show. Mais c'est vraiment, vraiment ça qui m'excite le plus ces temps-ci. Puis comme je dis aussi, la saison de Dress Your Tape s'en vient. Je ne sais pas quand votre podcast sort, mais dans les prochaines semaines, la saison 5. Ça sort jeudi, le podcast. Jeudi, donc la saison 5 commence imminemment. Donc ça aussi, j'en enregistre beaucoup en ce moment. J'essaie de vraiment m'adapter, évidemment, avec Zoom. Mais il y a une saison 5 qui s'en vient s'il y en a qui nous écoutent. Puis il y a ça aussi. Fait que, mais d'abord, avant tout, vraiment le show, mon show solo, puis le podcast. Ouais. Bon. Là, il me reste une question. Il nous reste 4 minutes. Ouais. On a le temps. Finalement, plusieurs auditeurs aiment entendre d'excellentes anecdotes pendant les podcasts. Toi, tu as tourné des vidéoclips, tu as fait des shows, tu as fait des podcasts, tu as été dans des loges et surtout, tu as été dans des parties avec du monde connu qui ont agi en comique. Y a-t-il une anecdote que tu pourrais nous raconter? Oui, écoute, j'essaie de penser. C'est pas dans un. C'est pas dans un party, mais c'est showbizement drôle. Mais je suis allé cet été, je suis allé chez un ami qui avait loué un chalet sur le bord d'un lac dans les cantons de l'Est, je pense. OK. Puis c'est un lac, c'est comme le chalet voisin, genre d'André Robitaille ou quelque chose comme ça. Puis Puis il me dit ouais, c'est ça, viens au chalet de baigner de ça. Fait que je fais ouais, cool. Fait que là, on arrive là, puis ben relax dans l'eau au chalet. Puis à un moment donné, je pense pas trop, je vais aux toilettes, puis je reviens. Puis là, je vois du monde qui arrive par le lac en surf, genre, au chalet, en genre de paddleboard. Puis je m'approche, puis je suis comme, c'est qui ça? Sur les deux surf, je sais pas si c'est paddleboard. Ouais. Jean-Philippe Vautier et Louis-José Hood. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Et j'étais avec Pierre-Yvroy Desmarais, ça a donné à ce moment-là. Ouais. Puis il est sur le quai, puis là, j'ai juste Louis-José qui arrive, genre, puis qui nous voit de loin, puis il est comme, David Bocage! Tu sais, comme avec sa voix Louis-José, c'était comme tellement weird de voir Louis-José et Jean-Philippe Vautier arriver en maillot de bain par le lac, comme genre... comme les premiers colons de l'UDA, juste comme bonsoir. Puis c'était juste vraiment drôle. Puis les gars, parce que finalement, mon ami, ce qui
travaille sur l'émission à Jean-Philippe comme auteur. Fait que là, les gars sont comme arrivés, on a jasé, mais la scène, l'image de voir Louis-José arriver avec les cheveux dans le vent en paddleboard dans une confusion des plus totales, c'était quand même une image que j'ai bien aimée. Good. Il nous reste 2 minutes. Là. Louis-José Hood, le monde aime bien l'imiter. Toi, est-ce que tu es capable de l'imiter? Non. Avec sa petite voix, là, les artistes? Non, mais pour vrai, dans la vraie vie aussi, il parle normalement. Ouais. Fait que je le connais plus d'y jaser de même que de... Que faire fin, genre. Ouais, que d'essayer d'imiter ses patterns de scène. OK. Mais il y a sa musique comique, ça c'est officiel. Ouais. Ouais. Tiens, je viens de penser à ça. Si, mettons, une chaîne sportive, genre RDS TVA Sport, t'offre un poste, t'en dirais quoi? Il reste moins de 2 minutes. Moins d'1 minute même, ça me dit. Écoute, ouais, ça me ferait plaisir, honnêtement. Si je peux faire un show d'humour, pas d'humour, mais un show qui me ressemble avec la saveur, sport et comique à ma sauce puis à mon identité, moi, ça... Un peu comme Kevin Raphaël, genre? Ouais, exact. Kevin, il a fait quelque chose qui ressemble, mais c'est ça, comme Kevin aussi, il a réussi à le faire avec 1 pièce et quart. Là, je veux dire, il tourne ça. J'ai été à son show dans un garde-robe. Il faut vraiment être créatif pour trouver ça. Puis Kevin, chapeau, il l'a fait. Mais ouais, exact. C'est des vraiment belles opportunités. Puis je serais heureux de faire ça. Ouais. Parfait. Bon, ben, David Bocage, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu ce soir à Boisvert Radio. Ça me fait plaisir, les gars. Je pense que ça coupe dans les prochaines secondes, mais ça m'a fait plaisir de vous parler. Jimmy, puis Charles Chucky Boy. Fait que, merci, les gars, puis au plaisir de se revoir. Yes. Merci à toi, James, d'être venu un peu dernière minute ce soir, mais toujours le fun avec toi. Merci beaucoup, Charles. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et Instagram. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.